sur les maladies invisibles. Donc il y a plusieurs thèmes, plusieurs objectifs. L'idée dans un premier temps, ça va être de faire un tour de table et que vous puissiez parler chacun justement de vos connaissances concernant justement les maladies invisibles. Ce que vous avez en fait autour de vous, si c'est par exemple comme Sébastien qui fait partie de France Épilepsie, ou si c'est dans votre entourage, etc. Bonjour Benjamin. Bonjour, pardon. Ça faisait longtemps. Bonjour Benjamin. En ce moment j'habite l'avenue Bollé, donc j'ai une excuse. Moi aussi j'habite l'avenue Bollé, je te rappelle. Hein, donc pas d'excuse. Hein. Tu peux pas la jouer comme ça. Hein. J'ai moins d'anticipation que toi. Je suis fait surprendre. Bon, allez, je passe le micro à Sébastien. Merci Damien. Donc comme on disait au niveau des maladies invisibles, moi je vais notamment parler de l'épilepsie et de l'hémiplégie. L'épilepsie, beaucoup de personnes voient l'épilepsie comme une maladie qui n'existe pas, où on a beaucoup de préjugés, mais les préjugés ce sera dans un second temps, parce qu'on a voulu et Damien vous parler des préjugés dans notre soirée. Dominique, j'ai moi des petits soucis de cervical, ce qui fait que ça pose des problèmes, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est la fibromyalgie, où ma fille s'est été déclarée récemment et je vois les problèmes et les souffrances qu'elle a, malgré le fait que ce soit une ravissante jeune fille. Bonsoir, moi c'est Momo, surtout. Mais moi je vais attendre que tout le monde parle parce que, bon, je pourrais parler de moi, mais je ne veux pas. Parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Mais ça sera plus facile pour moi d'intervenir après que de tout de suite d'exposer. Voilà. Merci. Et alors moi c'est Michael, donc je fais des crises d'épilepsie nocturne frontale. Donc moi c'est logé dans la base cérébrale de l'émotion en fait. Et, voilà, j'en fais depuis l'âge de 10 ans. Donc moi c'est Mélanie, je suis la femme de Sébastien. Donc moi je n'ai rien de particulier, mais c'est vrai que je vis, autour de moi il y a quand même pas mal de gens qui ont des maladies ou handicaps invisibles. Sébastien avec l'épilepsie, l'hémiplégie, Michael, ma sœur qui est autiste et dysphasique, et une amie qui a, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la maladie du sommeil, on s'entend d'un coup sec. Narcolepsie. Merci. Bonjour à tous, encore désolé pour le retard. Donc moi c'est Benjamin. Comme la première fois je viens plus tôt, alors moi j'ai pas de handicap, a priori. J'ai bien dit a priori. En revanche j'en ai dans ma famille, fibro également. Et puis c'est pareil dans ma belle famille, une maladie génétique. Alors c'est pas vraiment invisible parce que ça ramène des bégaiements et certains tics nerveux. Mais voilà. Et comme la première fois, je suis travailleur social, donc aussi je viens pour essayer d'en apprendre davantage et adapter ma pratique professionnelle. Jean-Christophe Dubossat, je pense qu'on commence à me connaître un petit peu. Moi je suis venu essentiellement pour parler, au contrario de Momo, un peu de moi, la schizophrénie. Et puis, juste avant de venir, là, j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé de l'hyperacousie et qui ne peut malheureusement pas venir pour les causes de trop de bruit et de trop de... Voilà. Donc, je pourrais en parler un tout petit peu aussi de sa part, mais voilà, l'hyperacousie, c'est aussi un handicap invisible. Moi, c'est Renaud, j'ai un handicap invisible depuis... J'ai un handicap invisible depuis 40 ans en fait. Voilà, ça s'appelle un syndrome CAVE. Voilà. Je cherche à vous expliquer un petit peu. Ok, merci. Donc là en fait on va commencer sur l'objectif 1, c'est mieux comprendre ce que vivent les personnes concernées. En fait, à l'heure actuelle on est tous au courant que malheureusement les maladies invisibles ça fait partie
allez, 80% des maladies, on va dire, maladies chroniques, etc. Et effectivement, la problématique qu'on a, c'est qu'en France, c'est pas forcément reconnu. C'est-à-dire qu'en gros, comme c'est invisible, ça se voit pas, donc du coup, limite, on se dit, on s'en fout, quoi. Et donc, il n'y a pas grand-chose qui est fait sur le sujet, même si ça commence petit à petit. Il est vrai que là, justement, il y a Parkinson qui vont arriver, et il y en a d'autres qui doivent arriver aussi. Mais ce qui est assez intéressant par rapport à ce qu'a fait débat, c'est que nous, là où on va essayer d'en venir, c'est par rapport à l'impact sur la vie quotidienne. Quelles sont les difficultés que l'on trouve, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à la localité. Est-ce qu'il est facile de trouver un logement adapté ou non? Est-ce que le fait d'avoir un handicap invisible permet derrière d'avoir un logement adapté, ou est-ce qu'on en a totalement rien à faire? Et puis surtout tout ce qui peut être l'isolement, parce que ça, je sais que c'est une difficulté pour beaucoup, et c'est intéressant d'en parler et de voir justement comment à l'avenir on peut faire travailler. Je remercie Dominique d'ailleurs qui est là par rapport au centre social, toi également Benjamin, parce que du coup vous allez peut-être pouvoir je sais pas, peut-être faire remonter des informations à plus haut, pour effectivement derrière dire ouais, ça serait bien de faire tel ou tel atelier, essayer de sensibiliser le public sur telle ou telle problématique, si je puis dire. Parce que c'est vrai que des fois on se retrouve à un endroit où on se dit mais est-ce que ça a été pensé, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour, et c'est vrai que malheureusement non. Alors je sais qu'aujourd'hui ça commence, il y a des magasins qui font des journées entre guillemets atypiques, du genre pas de bruit, pas de ou musique, alors pas de musique, le moindre bruit possible. De telle heure à telle heure. Voilà, ou alors la lumière justement qui est baissée et tout ça. Je sais que ça commence, mais oui c'est ça. On va pas nommer les marques. Sinon il y en a d'autres qui vont nous dire et nous ils ont pas besoin. on va se taire là-dessus. Mais oui, je sais que ça commence, mais il est intéressant effectivement de prendre note en fait. Et j'aimerais bien, Mika, que tu nous fasses tout à l'heure un petit retour par rapport à ce que tu sais. La galère que ça a été pour te trouver un stage. Donc du coup, pour vous, quelles sont les difficultés invisibles les plus fréquentes et comment faire pour mieux connaître ces réalités autour de nous et de vous? Tu te plains toujours. Alors moi, qu'est-ce que je fais, c'est d'abord il faut connaître son handicap, bien le connaître, voir ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on peut réaliser, et après faire, voilà, je peux réaliser ça, donc je vais essayer de tout faire pour le réaliser. Et puis on essaye de mettre tout en œuvre pour éviter par exemple la solitude, côtoyer des gens, et c'est des projets aussi, ça peut permettre de tenir le coup. Moi je sais que j'ai fait le projet, voilà, c'est voilà, j'aime bien le sport, voilà, j'ai mis tout en œuvre pour décrocher un travail. J'ai essayé de mettre j'ai listé tous les inconvénients pour trouver un travail, et donc il y a le manque de rapidité au travail. Il y a au début c'était le moyen de locomotion, donc j'ai dit avant de trouver un travail, va falloir que je fasse tout pour essayer de passer mon permis. Alors, on va parler d'un sujet qui est un petit peu compliqué, la psychiatrie, c'est pas toujours simple. Ça s'est amélioré depuis 20 ans quand même, heureusement. Mais alors, bon, par rapport à la schizophrénie, il faut savoir que c'est des maladies qui sont très très mal comprises.
Dans le terme des quidam de la rue, on dit schizophrénie, bon, il va entendre des voix, il va avoir une double personnalité, etc. Faut savoir que c'est juste un dérèglement du cerveau, en fait. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément de voix, il n'y a pas forcément de dédoublement de personnalité. Comment on y fait face au quotidien? Faut se raccrocher à la réalité. Parce que le problème qu'il y a avec ces maladies-là, c'est que ce sont des psychoses. Alors la différence entre névrose et psychose, on la rappelle. La névrose, c'est 1 plus 1 égale 2 et ça nous énerve et ça nous prend la tête et puis c'est vénère, mais on reste dans la réalité. Quand c'est une psychose, c'est 1 plus 1 égale 3 et puis on n'en déborde pas et on n'est plus dans la réalité. Donc voilà pour la psychose. Comment on y fait face? Ça dépend en fait de la résilience de chacun. Il y a des gens qui peuvent très bien s'en sortir comme moi, je suis sorti, j'avais 20 médicaments au départ, j'en ai plus qu'un aujourd'hui. Voilà, c'est une belle réussite, mais tout le monde n'est pas à mon niveau. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont encore hospitalisées depuis 25 ans sur une schizophrénie. Donc voilà, après il faut trouver les bonnes molécules, il faut trouver la résilience. J'entendais tout à l'heure parler de permis de conduire. Moi je suis interdit de permis de conduire médicalement. Donc pour faire face à ça, pour travailler, ne serait-ce que 15 à 20 heures semaine, il faut que ce soit sur le Mans, dans mon domaine, et voilà, on ne trouve pas forcément. Donc on s'engage dans les associations, on s'engage dans d'autres domaines et pas forcément dans le domaine où on se travaille. Voilà. Je vais peut-être passer le micro à Aurélien. Ouais, mais j'arrive du coup, je pensais que c'était plus tôt, donc désolé pour le retard. Handicap invisible. Moi de mon côté, du coup, je sais pas trop. J'ai pas été diagnostiqué du coup, mais c'est. Je dois avoir pas mal de temps bipolaire, déjà. C'est le matin à 8h, je peux me lever du coup en étant gentil, très gentil. Et c'est à 8h30, je peux très bien du coup tuer quelqu'un. Façon de parler. Non, t'inquiète pas du coup. Après du coup, pas diagnostiqué, mais c'est bon, moi j'ai pas mal de. Pour mon cas, j'ai pas mal de preuves, du coup, c'est justement un TDAH qui traîne. Ne pas sortir bien, du coup, si on peut pas 5 choses à la fois. C'est pas. Ça m'arrive très très souvent. Après, du coup, en allant un petit peu vers les enfants, sinon j'ai 3 enfants, j'ai les 2 fils qui ont le syndrome de Noonan. Donc c'est un syndrome avec des problèmes cardiaques. Donc 2 hommes, du coup, qui tellement atteints, du coup, qui ne peuvent pas faire de sport. Donc si ça n'avait trop, s'il fait du sport, son cœur explose, tout simplement. Bien joué. Alors ça vient du côté de sa mère. Après bon, c'est comme ça. Le plus grand, du coup, il n'est pas trop affecté, donc il peut faire du sport. Le deuxième, du coup, bon, mais il est beaucoup plus affecté, donc il faut atteindre du sport à vie. Et quand on a 11 ans, qu'on est dans l'énergie, du coup, de ne pas pouvoir faire de sport, c'est compliqué pour lui. D'ailleurs, je l'ai demain, du coup, pendant 2 ans, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, parce que du coup, il va avoir plein d'énergie, le papa un peu moins, et ça va être compliqué. Après, du coup, effectivement, donc bon, c'est un petit peu comme, je ne sais pas comment ça s'appelle, du coup, mais j'ai vraiment eu du mal à avoir mon permis, parce que j'ai passé 7 fois la conduite, donc dû à des problèmes de coordination. C'est aussi un peu de ma faute. Est-ce qu'on est vraiment fêté qu'on a 3 ans, du coup, on va pas faire l'histoire. Maladie invisible, du coup, je ne sais pas trop, du coup, c'est vrai que ça peut être compliqué au quotidien. Comme je dis, du coup,
des fois je me sens pas bien, du coup si je fais pas 5 choses à la fois. J'ai mon PC à la maison, du coup je suis sur un jeu, je regarde un stream, je regarde une série et je discute sur Messenger en même temps. Est-ce que j'ai la tentation? Oui. Est-ce que c'est compliqué? Du coup, des fois tout de suite, oui. Mais si je fais pas ça, du coup, je me sens pas bien. Donc après, j'ai pas forcément grand chose d'autre à dire, donc je vais passer le micro à côté de moi. Alors, moi, je suis touché par tous les témoignages que j'ai entendus parce que c'est afférent un peu à ma situation. Même si moi, on m'a considéré, entre guillemets, comme léger depuis la naissance, par rapport à d'autres parcours. Mais j'ai un parcours qui est français par rapport à ces gens. Moi, l'impact, en fait, l'impact de l'handicap invisible, c'est la relation avec l'autre. Comment on explique quelque chose qui n'est pas visible, en fait. Voilà. Et moi, ça se voyait notamment quand je faisais du sport ou quand j'avais des moments d'inattention, en fait, lorsque j'étais en cours, ou la fatigabilité au travail, en fait. Et tout ça, c'est difficile parce qu'on contraint à exprimer tout ça dans des dossiers LDPH, alors que c'est des choses que nous, on a appris à combattre, à vivre avec, et même à surmonter et, je dirais, à gagner, en fait. Parce qu'on a trouvé des mécanismes qui nous permettent de vivre avec ces situations-là. Or, dans le dossier MDPH, alors qu'on a appris à faire nos lacets, à tenir debout, on va dire qu'on ne tient pas debout et qu'on ne sait pas faire nos lacets. Ce qui est très difficile. Moi, j'ai pas un bon ressenti, donc je vais essayer c'est ça que ça implique pour moi la maladie invisible, en fait. Ce que j'ai fait, moi, par exemple, là, j'ai pris un bloc-notes et j'écris ce que je ressens comme si j'écrivais à quelqu'un politique, voilà, en essayant d'expliquer les mécanismes, que ce soit quotidien, routinier, économique, d'une maladie invisible. Voilà. Pour quelqu'un de prendre le micro. Alors, vous voyez là, par exemple, on a un bel exemple de maladie invisible. On a Frédéric de l'association des sourds. On était censé avoir une interprète. Bon, je ne sais pas où il me dira. Bref. Mais du coup, c'est l'un des exemples. C'est-à-dire que quand on le voit arriver, on se dit, bah, il n'a rien. Et pourtant, bah, là, en fait, il ne nous entend pas. Donc pour lui, il n'y a pas de son. Il y a de l'image, mais il n'y a pas de son. Donc, on va essayer de voir pour faire au mieux. C'est ce que j'ai essayé de dire. Hein? C'est ce que j'ai essayé de dire dans mon exemple, en fait. C'est ça l'impact de l'invisibilité. Ah oui, non, mais totalement. Je vais vite fait parler de moi, en fait, concernant la maladie. Bon, moi, maintenant, aujourd'hui, on me voit en fauteuil, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je suis né avec une maladie dont je suis sorti en France, et à l'époque, c'était surtout l'eczéma qui apparaissait et qui se voyait. Donc, j'ai eu toutes les insultes du monde, que ce soit n'approchez pas de Damien, il a le sida, le cancer, ça, lépreux, bref, toutes les insultes qu'on peut. Même les parents d'élèves carrément sans me donner à cœur joie, en mode surtout ne jouez pas avec Damien, on ne sait pas ce qu'il a, il pourrait vous contaminer, enfin comme si j'avais une sorte de varicelle quoi en gros. Donc c'était assez rigolo, enfin maintenant je le dis comme ça, à l'époque non. Mais le pire dans tout ça, c'est que du coup, moi ça m'a isolé beaucoup quand j'étais gamin, parce que du coup je m'enfermais dans ma bulle, je prenais un livre, je me mettais dans le livre. J'ai beaucoup lu, beaucoup fait des choses par moi-même parce que j'avais pas le choix. C'est-à-dire que quand on disait tiens, il y a un travail à faire, faut être en groupe, les 3 quarts du temps, vous regardez sur 26 élèves, bizarrement il y en avait toujours un qui disait moi je vais me mettre avec la prof ou avec la maîtresse. Puis Damien on le laissait de son côté. Donc forcément, en allant venant, j'ai fini par totalement délaisser la scolarité. Donc j'ai fini par totalement être en mode rien à faire, je ne fais rien, ça ne m'intéresse pas. Et au final, effectivement, aujourd'hui, j'ai réussi avec un diplôme, avec un bagage, mais c'est vrai que même aujourd'hui, quand je cherche à me dire peut-être que je vais retravailler, peut-être que je vais essayer de faire quelque chose, en fait je me dis c'est pas la peine parce que maintenant t'as l'argent. Donc aller dans une entreprise avec ça, c'est encore pire que quand tu n'as rien et que tu as un handicap invisible. Parce que ça va être des railleries, ça va être des moqueries, ça va être des interrogations en mode mais je vais faire comment pour lui. En plus il a une RQTH, comment je fais, qu'est-ce que je vais adapter.
Et je pense que ça, tous ceux qui ont un handicap dixit invisible, je pense qu'ils l'ont peut-être déjà rencontré une fois. Je te laisse parler de toi, Sam. Donc, comme je disais, moi je souffre d'épilepsie et donc hémiplégie, donc ni l'un ni l'autre ne se voit. Et étant jeune, le plus souvent, c'était oh, mais t'es pas malade, t'as rien, etc. Mais après, quand ils voyaient les crises, bah, si tu tombes, mais tu les provoques. Et non, en fait, l'épilepsie, on ne peut pas provoquer les crises. Et ça, c'est malheureusement un des gros tabous de la maladie invisible, c'est la provocation des crises. Et là, je vois mon épouse sourire largement en se repensant au lycée où les profs, après, pendant certains cours, Parce qu'il était feignant et qu'il ne voulait pas travailler. Voilà. Donc en gros, une personne épileptique est forcément feignante. Ouais, si on veut. On peut faire un beau préjugé comme ça d'épilepsie, qu'une personne épileptique est feignante. Mais bon, comme disait Damien, tout handicap invisible, ça veut dire que toutes les personnes handicapées sont feignantes. Mais au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on prouve le contraire. Tu veux prendre la parole? Aurélien? Je vais revenir sur un truc, c'est effectivement que j'ai parlé de vos premiers cafés débat, du coup sur l'épilepsie. Si je connais une personne du coup qui est épileptique à la lecture. Ah oui, on en avait parlé le mois dernier. On avait parlé le mois dernier. Et en fait, du coup, c'était un petit peu comme toi. Du coup, il a eu 15 ans, il a dû avoir 15 ans avant qu'on mette le diagnostic. Et c'est comme toi, du coup, pendant 15 ans, du coup, c'est les médecins disaient du coup non, ça n'existe pas. Et là, du coup, ça fait 5 mois, du coup, du coup, c'est oui. Vous avez une épilepsie primaire à la lecture. C'est très rare, apparemment, du coup. Et derrière, du coup, pareil, les profs, du coup, sa famille, même sa propre famille, oui, mais non, t'as rien, tu le fais exprès, du coup, c'est parce que tu veux pas. Ben non, quoi. Il a mis 15 ans avant un diagnostic d'un neurologue. Dixit, du coup, l'être humain. Là, je ne vais pas parler en mon nom, mais je vais parler en le nom de la personne qui ne peut pas venir à cause de l'hyperacousie. Lui a été diagnostiqué aussi très tard, parce que, bon, au départ, c'est des acouphènes, c'est des petites choses au niveau des oreilles. Et puis, petit à petit, voilà, le bruit fait son effet et détruit les oreilles. Donc, désolé pour monsieur qui ne peut pas nous entendre. Mais voilà, sur l'hyperacousie, c'est aussi un problème avec tous les travaux qu'il y a au Mans en ce moment, avec tout ce qu'il y a au niveau des transports, que ce soit n'importe quoi, voiture, bus, etc. Le moindre bruit est inacceptable pour lui. Alors autant dire que la foule, le pesage, etc., c'est lui, il peut pas sortir, donc l'isolement. Donc voilà, c'est comment faire face. Lui, il s'enferme énormément. Je veux dire, il a un téléphone, mais il est toujours sur répondeur. C'est concrètement, il répond très très peu au téléphone. Et puis là, pour ce soir, il ne pouvait pas venir avec nous parce qu'il avait peur de l'ambiance, quoi, du bruit, de la musique, etc. Et par rapport au travail, lui a cherché du travail, et comme c'est un handicap invisible, il était compris comme une personne lambda. T'as tes deux mains, t'as tes deux pieds, tu peux travailler comme tout le monde. Sauf que l'hyperacousie, n'importe quelle entreprise, il y a des machines, il y a du bruit, il faut rentrer, quoi, concrètement. Moi, j'ai connu la recherche de travail en tant qu'handicap invisible. Donc moi, c'était en 2007. C'était en 2007. Et comment exprimer le handicap dans des entretiens d'embauche pour un employeur. Donc moi, c'est au sortir de la loi de 2005, donc lorsque je vais voir le prestataire qui fait les stages recherche emploi et CV de la part de Pôle emploi, on me dit qu'il faut mettre
mettre sur le CV, il y a la loi et les quotas de 6%. Et pour le handicap, donc il faut que tu indiques ton RQTH et tu mets dans la lettre de motivation que ça peut rapporter des aides. Donc moi, un petit 22 ans, ayant une méconnaissance totale de mon propre handicap, à part mon vécu, et des autres, je me décide. Donc ça fut une difficulté puisque j'ai envoyé plus d'une centaine de candidatures et fut recalé en fait. Et dans tout ça, je n'ai pas appris comment exprimer le handicap invisible devant un recruteur en fait. J'ai eu des formations de gestion d'un entretien, mais ordinaires. Les formateurs, ils faisaient le travail, mais il manquait de connaissances et de relais sur la question. Ce ne fut pas quelque chose de simple. Mais pourtant, j'ai trouvé du travail au bout de 2 ans en postulant pour un recrutement de la fonction publique, un recrutement de contractuels. J'ai un métier depuis grâce à ça. Mais moi, j'ai une histoire un peu plus légère, mais ça reste difficile. Mais si on reste persévérant, on arrive je pense, à quelque chose. Voilà. Qui c'est qui veut prendre le micro? Excuse-moi, je t'ai bien regardé, mais c'est parce que je voulais dire, comme j'entends pas, je lis sur les lèvres et ça permet de. C'est difficile. C'est pour quelqu'un. C'est. Oui, je voulais m'excuser parce que tu ne connais pas encore, mais j'entends pas. Mais je te regardais sur les lèvres pour arriver à comprendre ce que tu me dis. Mais c'est affolant. J'ai une tête comme ça après. On ne s'imagine pas l'effort qu'il faut. Et je tiens à préciser à Ben, quand je suis le lundi après-midi au Café Solidaire, eh bien, je dois vraiment, des fois que je dis répéter, j'entends pas, je suis sourde. Bon, ils me connaissent, ils finissent par parlez-moi devant, parlez-moi bien devant. Et quand j'écoute quelqu'un, j'ai l'impression que mon cerveau il va exploser. Et ça, personne ne. Tu ne le savais pas, mais ça. Mais c'est vraiment. Et par contre, je ne veux pas apprendre les signes, la langue des signes. Ah, ça, non. Un bon formateur. Ben oui, mais non, je préfère avoir mal au crâne et puis les lèvres. Après, je te laisse passer le micro derrière la crâne. Non, mais je vais pour aller m'asseoir là-bas. Ah oui, non, mais tranquille, tu peux rester là parce que je pense que c'est mieux pour toi par rapport à. T'as écouté? Je me présente, je m'appelle Anne. Comme ta masque. Alors, je sais que le sujet, c'est le handicap invisible. Alors, quand je ne bouge pas et que je ne parle pas, on ne voit pas que j'ai un problème pulmonaire. Voilà. Là, comme je viens de marcher, donc en plus, je suis en retard parce que j'ai croisé la moitié du monde que je connais. Et chaque fois, j'étais donc debout dans la chaleur à parler ou à écouter. Et j'ai marché un peu vite. Je suis assez essoufflée, donc peut-être que je prendrai la parole quand je vais récupérer si ça vous va. Ça marche. Je te laisse passer à Benjamin. Ou. J'ai une question, moi. Vas-y. J'entends beaucoup le mot diagnostic. Et alors j'ai vu un film d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle Différentes, sur l'autisme. Et justement, il parle aussi du diagnostic, de la difficulté de se faire diagnostiquer. Est-ce que, certains l'ont dit, mais qui s'est peut-être à main levée, s'est fait diagnostiquer rapidement? Voilà. C'était ce que je voulais vérifier. Donc, ce qui va, j'entends aussi beaucoup parler de plus on connaît son handicap, plus on peut
s'adapter, etc. Mais en fait, tant qu'on n'est pas diagnostiqué, on ne peut pas adapter grand-chose, quoi. Donc, Ben on se débrouille. ouais, mais c'est chaud, c'est Moi, ça que je trouve. Moi, je me suis débrouillée toute seule depuis longtemps, d'apprendre à lire sur les lèvres. Oui, moi, j'ai pas que ça comme handicap, mais je viens pas là pour moi. Mais là, ce que je veux dire, quand on n'entend pas, moi, j'ai appris toute seule à bien regarder, à lire sur les lèvres. Ça devient. On ne peut pas faire autrement. Il nous faut quelque chose, parce que sinon, on devient fou. Des fois, on me dit au café solidaire, ah, t'es un peu énervé. Ben, non, mais les gens ne se rendent pas compte. Quand vous avez 15 personnes qui parlent, qui toussent de droite, de gauche, non. Alors là, c'est blocage complet, on n'entend plus rien. Moi, donc il faut qu'on. Moi, je regarde les gens, c'est pas parce qu'ils ont des yeux, mais c'est parce que, bon, ben voilà, c'est pour pouvoir lire sur les lèvres et essayer de me débrouiller. Alors, des fois, ça m'a valu des petits. Ouais. Je me permets une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Mon métier avant d'être incapable de faire quoi que ce soit, c'était musicienne professionnelle. Donc j'avais un travail de l'oreille et j'ai souvent observé que notre société est tellement visuelle qu'elle intègre mieux la cécité que la surdité. C'est-à-dire qu'une fois j'ai posé une question à mes élèves pianistes, si vous voulez, qu'est-ce qui serait le plus gênant pour vous dans l'apprentissage du piano à des enfants? La surdité ou la cécité? Ah ben on dit là. Est-ce qu'il vaut mieux être sourd ou aveugle pour faire du piano? Et ils ont dit sourd, parce qu'ils pensaient, ils sentaient tellement, le visuel l'emportait tellement qu'ils ne réalisaient pas qu'il y a des très très grands pianistes aveugles. Par contre, sourd, c'est très difficile. Et c'est-à-dire que j'en ai déduit que dans notre société, le visuel prédomine. Et donc, c'est très très sous-estimé les problèmes d'audition. Et c'était un sujet avec lequel j'ai été sensibilisée depuis longtemps. Et c'est-à-dire que quelqu'un qui ne voit pas clair, tout le monde va y faire attention parce qu'ils intègrent. Quelqu'un qui entend mal, ils ne réalisent pas qu'ils sont très isolés, ils n'arrivent pas à être dans l'échange. Donc je ne suis pas surprise de ce que vous dites. C'est vrai parce que j'ai été longtemps, des années, où j'en parlais pas. Pour moi, c'était une tare. C'était la tare. Et donc je me débrouille. Alors j'ai fait des grosses bavures parce que j'ai cru entendre des choses que. Bon, mais un jour, je me suis lancée et je me suis dit, même comme je vais souvent dans les réunions, j'ai pleuré parce que pour avoir l'appareil, pour pouvoir entendre, et M. Yves Calif me disait, tu m'embêtes. Mais ben voilà, à la dernière réunion, j'avais l'appareil, mais alors, wow, si je pouvais l'avoir tout le temps, ça serait génial. D'ailleurs, la télévision, je plains mes voisins parce que je la mets plus, parce que non, mais je l'entends plus. Alors, je mets en sourdine, je regarde les images. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte et qu'on peut devenir dépressif à cause de. Et avant de tomber complètement folle, je me suis dit, fais quelque chose. Mais parce que j'avais l'âge pour. J'aurais eu 20 ans, j'aurais pas réagi pareil. Non, mais voilà, quand on a quelques années en plus. Mais c'est vrai que être sourd, au café solidaire, ils s'en amusent, hein, mais c'est pas grave. Je leur apprends ce que c'est que d'être cool avec quelqu'un qui n'entend pas. Parle-moi bien en face, articule, et puis tout va bien. Et donc le masque, vous n'arrivez pas à comprendre? Ah bah non, c'est l'une des difficultés aussi. Oui, ça a été. On a France Parkinson qui vient d'arriver. Cathy, je vais te laisser la parole. On était sur l'objectif 1, mieux comprendre ce que vivent les personnes concernées. Donc tout ce qui est symptômes, tout ce qui impacte sur la vie quotidienne, etc. Et puis Franck, si tu veux dire un mot également.
Merci, bonsoir à tous. Alors désolé du retard. Hein. Les bouchons et le Mans, merci bien. C'est un euphémisme. Donc je me présente donc Catherine Deligrador, déléguée départementale de l'association France Parkinson. Je suis accompagnée de Franck, mon mari. C'est lui qui est touché par la maladie de Parkinson depuis maintenant 9 ans. En fait, la maladie de Parkinson, quand on pose la question aux gens, le premier symptôme qui leur vient à l'esprit, c'est tremblement. Il faut savoir qu'il y a quand même un malade sur 3 qui ne tremble pas. Il y a d'autres maladies qui ont des tremblements. Les deux principaux signes de la maladie de Parkinson, c'est la lenteur. En fait, dans la maladie de Parkinson, ce sont des neurones, ce qu'on appelle les neurones dopaminergiques, qui sont détruits. Ces neurones, c'est eux qui transmettent l'information entre les cellules. Comme il y a moins de monde à bosser là-haut, c'est le bazar. Donc, ce qui fait que c'est la maladie de la lenteur, mais c'est tout qui est au ralenti. Les gestes du quotidien, mais tous les organes qui sont aussi au ralenti. Et c'est aussi une remise à zéro des automatismes. Tout ce que nous faisons, nous, par automatisme, marcher, se déplacer, se servir un verre, boire un coup, enfin tous les gestes du quotidien, dans le malade Parkinson, lui, tous les automatismes sont réduits à néant. Donc il doit constamment repenser à ses gestes. Voilà, tout le temps, dans la réflexion de je veux me rendre à l'extérieur, donc lancer la marche et puis démarrer le déroulé de la marche. En fait, tout est comme ça dans la maladie. Voilà pour résumer, parce que sinon, si je rentre plus dans les détails, on en a pour 2 heures. Donc, on est au frais, c'est bien. Mais quand même, je vais laisser la parole à mon mari, puisque c'est lui qui est quand même le malade, qui aura plus de choses à vous dire par rapport au quotidien. Merci. Oui, bonjour. Désolé pour le retard, moi j'ai essayé de faire court. Oui, donc j'entendais, nous aussi, par rapport à la parole, on a des problèmes, des soucis. Donc quand on parle à toute personne, il faut qu'on se retourne, puis elle aussi, pour qu'on voie, nous, les télévisages, ou l'articulation des paroles. Parce que de temps en temps on fait un peu histoire sans parole, donc on ne comprend pas surtout. Donc alors sinon, ce qui est dans le pire pour nous, c'est quand on fait des phrases, quand on parle à quelqu'un, on a bien l'impression d'avoir fait toute la phrase entière, et alors qu'on dit qu'on a fait la moitié, quoi. Donc c'est pour ça, on parle, mais à un moment donné, là, on fait que des minutes, quoi. Donc c'est pour ça. Donc on va laisser un peu, parce que donc je reviendrai un peu plus tard. Merci Franck. Donc du coup aussi on rencontre des difficultés sociales, professionnelles et médicales, et la plupart des difficultés rencontrées dans le parcours médical, c'est soit le manque de professionnels de santé, soit le problème au niveau des diagnostics. C'est le cas, puisque tout à l'heure Aurélien Augissé nous parlait d'une quinzaine d'années pour diagnostiquer une maladie. Ça, moi je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps sur une personne dans notre association, c'était 18 ans d'errance. Après, on a aussi les employeurs et les collègues, comment ils peuvent nous accompagner au mieux. Il faut une meilleure sensibilisation au handicap, tout handicap confondu. Dès que la personne elle sait qu'elle est malade, qu'elle soit sur RQTH ou non, il faut impérativement qu'elle en parle à ses collègues pour qu'ils n'aient pas surpris. Ça peut malheureusement des fois emmener vers des licenciements et des prises de poste. Il faut être clair, c'est une réalité. Et on peut souvent soutenir socialement et moralement une personne malade en l'accompagnement et en favorisant l'inclusion sociale et professionnelle et non en la refusant sur elle-même. Je laisse la parole à Damien. Voilà. En fait, on va passer donc à l'objectif 3, parce que l'objectif 2, en fait, ça consistait à poser des questions justement à des professionnels et donc du médical, mais sauf que malgré tous les mails que j'ai faits, clairement, j'ai dû faire, en bas mot, une cinquantaine, si ce n'est pas 70 mails, aucun retour.
que ce soit côté médical comme côté... Et la femme. Pas de retour non plus. Ils font partie de notre liste et ils nous ont pas répondu. Mais voilà, c'est ça. C'est étonnant parce que. Pardon? Le contenu du mail, c'était justement par rapport au café débat. C'était les invités à participer au café débat. Voilà, donc on a juste compris les choses. Donc du coup, l'objectif 3, c'est de briser les tabous et lutter contre les préjugés. Donc là, on va faire le tour concernant justement les fameux mythes courants. C'est dommage qu'il n'est pas là d'ailleurs, Alex, parce que la dernière fois, ouais, bah oui. Mais la dernière fois, il avait parlé justement d'un fameux mythe, mais je pense que tu reviendras dessus. Concernant l'épilepsie, c'est voilà, c'est. Je t'en prie, je te laisse d'ailleurs la parole. Merci Damien pour la patate chaude. Donc, quels préjugés avez-vous rencontrés ou observés? Comment réagir face à ces idées reçues et quelles actions peuvent contribuer à changer ces mentalités? Donc, la patate chaude de Damien, donc, dans les préjugés, c'est l'épilepsie. On est tous des possédés du diable. Et oui, qui ne sait pas que Jeanne d'Arc a été brûlée vive sur le bûcher parce qu'elle était épileptique et du coup qu'elle était possédée par le diable? Ils ont eu 2 heures là, crapet. Ouais, oui, mais c'est quand même un des préjugés. Et puis un épileptique aussi, c'est contagieux. Attention, j'ai une transmission de maladie. Oui, oui. Sur nos stands, 75% des personnes qui viennent, qui ne connaissent pas la maladie, pensent que l'épilepsie c'est contagieux. Je suis d'accord, la connerie humaine c'est plus que contagieux. Merci. Après, comment on peut réagir pour ces idées reçues? Alors, soit on se tait, on ne dit rien, soit, si on n'est pas trop méchant, on ne rentre pas trop dans l'arme, on explique vraiment ce qu'est la pathologie, on prend le temps, on pense sur soi. Bon, je pense que Damien et moi, en tant que président d'assaut, on est un petit peu rodés. Et après, comment on contribue à changer les mentalités? Il faut essentiellement échanger, aller à la rencontre des personnes, accepter qu'une personne peut être différente. Ça, c'est le... Qui accepte de le comprendre au jour d'aujourd'hui, vu la société actuelle. C'est une question de répartie en fait. Tu veux parler là, Renaud? C'est une question de répartie, c'est des mots à trouver pour éviter qui on est, ce qu'on est, et parfois c'est pas simple. C'est pour ça que moi je suis pas très chaud de dire absolument aux collègues. Il faut laisser aussi les choses se faire, s'effectuer. C'est d'abord les collègues proches, quand on est dans une unité, dans un bureau comme moi, où qu'on explique nos difficultés. Voilà. On dit voilà, j'ai un handicap, ça génère telle cause, par exemple moi, difficulté de concentration, de la fatigabilité. Mais il ne faut pas y aller de manière, je dirais, abrupte en fait. Calmement, posément, voilà. Et c'est pas simple en fait. On peut être intimidé et inhibé en fait, c'est pas dur, c'est un peu... Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je sais juste ce que je voulais dire. Tu veux passe à Fabien. Alors voilà, moi je m'appelle Fabien, je connais Damien depuis pas très longtemps. Voilà, il m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Et il y a une chose que j'ai jamais acceptée dans ma vie, c'est l'ignorance. L'ignorance fait que les gens ne comprennent pas. Alors attendez, excusez-moi, Pardon, excusez-moi. L'ignorance font que les gens ne comprennent pas la différence des autres. C'est ça l'ignorance. L'ignorance fait quoi? Donc, les gens ne comprennent pas. Vous êtes d'accord? Alors que tous les médias, tous les machins, tout ce qui s'est passé l'été dernier, les pampelop et les machins et les trucs, ils sont où ces gens-là, quoi? Alors que moi, je suis pas quelqu'un qui va changer le monde, mais je suis quelqu'un qui va apprécier les gens et va les écouter. Il y a, à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit le handicap, que ce soit n'importe quoi que ce soit, il faut que les gens ils ouvrent les oreilles, quoi. Il faut écouter et comprendre. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Désolé, Damien. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Momo tout à l'heure. On devient fou, on est pris pour fou, etc. Il faut savoir que quand on annonce schizophrène, tout de suite, dans l'alentour, c'est bon, bah lui il est fou, on va le laisser de côté. L'ignorance. Voilà, l'ignorance. Les voisins, tac,
la possession par le diable, je connais. Hein, le délire mystique, on y a eu droit. Le délire mystique, ça a été posé carrément au niveau médical. Voilà, c'était un délire mystique. Et je l'ai accepté, je l'ai intégré, ça a fait partie de moi. Mais je m'en suis sorti. Donc, comme je disais, moi, il y a 20 ans, j'avais 20 médicaments, aujourd'hui j'en ai un. Bon, les médicaux ont reconnu qu'il y a eu un petit peu d'abus au départ. Voilà. Après, c'est ma résilience. Ça n'engage que moi. Je veux dire, tous les schizophrènes ne peuvent pas passer d'un médicament à un médicament. Voilà. Après, il y a aussi à reconnaître le travail des professionnels à découvrir la bonne molécule. Parce que ça, c'est très très important. Au départ, on m'a donné du Zyprexa. Moi, ça m'a détruit. Hein. Concrètement, ça m'a détruit le cerveau. J'ai failli perdre la mémoire. J'aurais pu finir Alzheimer ou autre chose. J'aurais pu finir légume. Bon. Je suis parti. Il faut se connaître aussi. Il faut savoir comment on réagit par rapport aux choses. Je suis parti avec mon ordonnance et l'interdiction du Zyprexa aux États-Unis à l'époque. Avec un article. Hein. Je suis parti comme ça devant mon médecin. Je lui ai dit texto, voilà, vous avez l'interdiction là, vous avez mon ordonnance là, on change de molécule, ou sinon on se revoit plus. Concrètement, il n'a pas eu le choix, il m'a mis à l'Abilify. Depuis, advienne que pourra, ça fait depuis 2016 que je n'ai pas visité un hôpital psy. C'est un psychiatre. Un psychiatre, un spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît dans la maladie. Maintenant, il y a toujours partout, dans toutes les maladies, que ce soit invisible, épilepsie, hyperacousie ou surdité, etc., il y a des très très bons professionnels qui comprennent les maladies. Il y a des très mauvais professionnels qui sont là pour le pognon, comme dit mon frère qui était à côté. Voilà. Donc, il faut aussi reconnaître le bon côté des choses et reconnaître ce qui fonctionne. On posait la question tout à l'heure du diagnostic. Faut pas se tromper de diagnostic, quoi. Moi, je suis parti sur une dépression au départ, grosse dépression qui était l'élément déclencheur, mais c'était pas le fond du problème. Le fond du problème était la schizophrénie. Voilà. Après, ça a été tourné en délire mystique pendant une dizaine d'années. Et puis maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est une schizophrénie stabilisée, quoi. Voilà. Et, je peux aller en groupe d'entraide mutuelle, je peux aller en milieu ordinaire, je peux même travailler en milieu ordinaire. Je suis orienté France Travail, milieu ordinaire. Sauf qu'il y a le frein principal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'interdiction du permis, la mobilité et le domaine dans lequel je travaille, puisque j'ai un agent magasinier, j'ai un titre professionnel agent magasinier en poche. Moi, je suis là en tant que... Je voudrais juste quelque chose à dire, parce que ça me tient. Oui, au sujet des personnes malentendantes ou vraiment sourdes. Bon, moi je ne suis pas encore sourde, je suis malentendante, mais c'est plus. Excusez-moi. Ce qui m'énerve souvent, c'est les réflexions. Alors, t'entends ce que tu veux, t'entends ce que tu veux, n'est-ce pas Ben? N'est-ce pas JC? N'est-ce pas les trois là? Oui. Alors ça, c'est... Mais alors? Il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes pour entendre des choses qu'on dit sur... Tu retiens ce que tu veux. Voilà. Tu entends très bien ce que j'ai dit, mais par contre, ton cerveau va traiter ce que tu as envie de traiter. Exactement. Non, quand on n'entend pas, on n'entend pas. Hein. À partir du moment que ça fait mal. Non. Non. Voilà. À mon âge, c'est comme ça derrière moi. Ou blessant. C'est derrière moi. Ou blessant. C'est derrière moi tout ça maintenant. C'est bien, madame.
Mais, Non, voilà. non. C'est Non, mais l'essence là, de- c'est un peu la blagounette parce qu'on travaille Oui, ensemble. monsieur. Ah, on travaille. Mais c'est pénible. Mais même la famille, hein, bon, ben là, je me permets de les envoyer un peu fuir. Ça fait du bien. Mais non. Bon, là, je suis surbookée en ce moment. Là, je vais être un peu en vacances, donc il faut que je retourne pour me faire appareiller. J'ai été appareillée, mais bon, j'ai perdu un appareil. Bon, c'est 3 500 € quand même. Donc, l'autre, on ne le met pas parce que bon, bah, ça ne sert à rien. Bon, il faudrait que je pense un peu à moi. Et c'est ce que je dis. Je pense plus aux autres que je pense à moi. Mais là, je suis en train de bifurquer, là, de commencer à prendre soin de moi parce que j'ai aussi un problème génétique familial. On est en recherche parce que malheureusement chez nous c'est positif et sur 7 personnes on a 5 décès, une nièce qui est très mal et il n'y a que moi qui m'en sors très bien. Mais bon, voilà, donc il faut faire des examens, enfin je m'en sors pas, mais je le fais parce qu'il faut que je le fasse pour mes petites filles, parce que c'est l'avenir de mes petites filles qui est en jeu. Moi j'ai dit au médecin, mais docteur, tout est derrière moi maintenant. Mais je le fais parce que j'ai 8 petites filles et qui, elles, demandent qu'à vivre. Voilà. Bon, merci, j'arrête. Tu crois, Anne? Je sais pas. Après, j'y sais. Ouais, non, mais je voulais rebondir sur le fait que j'ai pas pensé tout à l'heure. Merci Anne. Excuse-moi, hein, je rebondis sur Momo parce que j'ai pas pensé tout à l'heure, on parlait des préjugés. Ouais, t'as fait ton dossier MDPH, tu l'as fait pour l'argent. Ah oui, Ah non, mais ah non, c'est pas la première fois. Moi, c'est le RSA, on a que la moitié de la hache. Donc, si tu viens à telle association parce que tu peux pas payer tes factures, etc. Ouais, t'as fait ton dossier MDPH. Ouais, bah, tu l'as fait pour l'argent, quoi, pour avoir plus d'argent, voilà. Et moi, je l'ai eu ça. Et mon injection, elle vaut 200 € l'injection, remboursée totalement par la sécurité sociale. J'en ai honte. J'en ai totalement honte. Parce que je creuse le trou de la sécurité sociale pour... voilà. Tous les 28 jours. Non mais, alors, je le dis avec un sourire jaune, mais mais quand vous entendez ça de la part des entre guillemets valides, il est fou, il fait les trucs pour l'argent, etc., etc. Moi, j'explique un petit peu la situation. Quand on est à la hache, vous savez tous, hein, pour ceux qui sont handicapés invisibles, quand on est à la hache, qu'on a un logement, qu'on a les dépenses énergétiques, qu'on a pour certains la domotisation parce que c'est pas forcément facile non plus, le fait d'adapter son logement au handicap, bon, etc. Quand on a payé toutes les factures, moi là on est au 17 du mois, très concrètement je dois avoir 3 € sur mon compte. Bah t'inquiète, moi je suis retraité, je suis en rouge. C'est pas le seul. J'ai récupéré mon souffle. Alors, je reviens en arrière sur le diagnostic, si je peux. C'est que j'ai été amenée aux urgences le 5 novembre 2021, après avoir enfin réussi à rencontrer un pneumologue qui m'a scruté pendant 1h30. Il m'a dit que vous avez directement aux urgences et je ne savais pas, je ne me retrouverai plus jamais à la vie active. Je n'ai pas mesuré tout de suite l'ampleur. Et pendant plusieurs mois, j'ai été régulièrement vue à l'hôpital par de très bons médecins et qui chaque fois annonçaient un nombre de diagnostics différents. Et je savais que j'avais une maladie dans une famille où il y en a 200, donc j'avais fait le temps de faire le tour. Et moi, je leur pardonne.
en ce sens que la médecine est devenue tellement large, complexe et immense que tout le monde ne veut pas tout connaître. Par contre, il a fallu que, comme ils m'ont mis sous corticoïdes à des doses de cheval, je ne dormais plus. Donc, ça m'a donné le temps de lire énormément d'articles de médecine auxquels je ne comprenais pas tout. Et j'ai compris qu'il fallait aller vers un centre de référence pour ma maladie, que c'est une maladie qui est statistiquement rare et que les pneumologues entre guillemets lambda, même s'ils sont très sérieux à l'hôpital du Mans, ne connaissent pas. Donc j'ai réussi à ce qu'ils acceptent de travailler ensemble et j'en suis reconnaissant. Il n'y a pas eu d'affaire d'ego. Et dès que j'ai été prise en main au bout de 7 mois par le centre de référence, et je vais faire un professeur qui n'a que des patients comme moi, c'était un très grand poids au moins de savoir où on allait. Tout ce qu'on me disait avant, c'est qu'on ne savait pas ce que j'avais, mais c'était très grave et incurable. Mais enfin bon, c'est-à-dire que c'est peut-être idiot, mais quand on sait et qu'on a l'impression que le professionnel sait où on va, c'est apaisant. Mais je ne leur reproche pas de ne pas tout savoir, c'est pas possible. Là, ça c'était le premier point. Le deuxième point, est-ce que j'ai subi des préjugés? Alors dans mon cas, ma maladie, j'étais en parfaite santé et j'ai contracté ma maladie dans le cadre du travail. Je travaillais pour la ville du Mans, j'étais professeur au conservatoire, on m'a installé dans des sous-sols humides, je n'ai jamais fumé et au bout de 17 ans, mes poumons sont foutus et je vais bientôt être envoyé en bitransplantation pulmonaire parce que je ne peux pas durer longtemps comme ça. Donc, ce qui, moi, m'a énormément choqué, c'est qu'après des années de bons et loyaux services où je n'étais jamais absente, où je faisais plus de 200% du temps gratuit, je faisais énormément d'heures sup, j'étais très engagée pour mes élèves, j'ai été traitée comme une humaine pendant la procédure de maladie pro. C'est tout à fait merveilleux, donc on a essayé de dire que je ne pouvais pas tomber malade au travail parce que je ne travaillais pas beaucoup. Donc là, mes anciens directeurs, heureusement, m'ont écrit des attestations en disant que non seulement je travaillais beaucoup, mais je travaillais énormément, que j'étais une coordinatrice. Et puis après, un des experts a dit que l'exposition pathogène qui était au travail, il suffisait de quelques minutes par semaine pour tomber malade. Ça veut dire que les 80 personnels sont à risque, et les 1200 élèves aussi, qui viennent toutes les semaines, et ça gêne personne, comme l'employeur et l'État, qui s'en tirent toujours. Alors après, quand on travaille pour l'État, la fonction publique territoriale, pour être reconnu en maladie professionnelle, c'est pas le médecin référent de la Sécu, il y a une commission qui est normalement indépendante, mais la secrétaire de cette commission travaille pour la ville. Donc on est un peu en famille, quoi. Donc ils ont tendance à trouver qu'il n'y a pas de maladie professionnelle, puisque on ne va pas déranger les membres de la famille. Donc ça a été une bataille de 18 mois, malgré des rapports de professionnels qui ont toujours dit que c'était une maladie professionnelle. Ça n'a jamais suffi. Il a donc fallu que j'aille rencontrer tous les députés de la Sarthe, qui m'ont soutenu, qui ont amené mon dossier à la préfecture, et après intervention de la préfecture, les choses se sont débloquées. Je pense que la préfecture de la Sarthe a autre chose à faire que de s'occuper d'une employée de la ville du Mans. Et donc, pour revenir au mépris, quand je suis passée dans ces commissions, j'étais régulièrement insultée par les médecins de cette commission, qui sont entre guillemets pas des vrais médecins, parce que ce sont des médecins qui font de l'administration, ils voient pas de patients. Donc, par exemple, quand je citais des éléments de mon dossier, les piles de dossier étaient devant eux, ils avaient les coudes dessus, et ils refusaient de les ouvrir pour voir le document dont je parlais. Et un jour, ils m'ont dit que je n'avais pas l'air vraiment malade. Alors qu'ils voient bien mes scanners qui sont pourris. Donc j'en ai pris plein la figure, mais je considère que ce ne sont pas des vrais médecins. Je veux dire, je parle des médecins que je vois dans les hôpitaux, ils sont impeccables, très engagés. Et puis après, pour le dernier point, par rapport aux préjugés, une chose qui m'a beaucoup frappé Damien, que je ne connais que depuis quelques jours, c'est qu'en 2 secondes, il a intégré mes contraintes. Et moi, j'ai des contraintes qui sont que, en gros, je suis tombée malade en plein Covid. Si j'ai attrapé le Covid, vu l'état de mes poumons et vu le fait que j'ai plus de défense immunitaire, j'y passais. Donc j'étais confinée perpétuelle. Donc je suis passée d'une vie où je voyais beaucoup de monde à une vie où je ne pouvais plus voir personne, où je voyais les gens dehors, tout le temps masqués. Avant c'était avec le FFP2, j'avais la tête qui tournait, je ne pouvais pas. Et en fait, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on m'a déjà dit oui, tu peux être un peu cool, tu peux enlever le masque. Et donc dans ces cas-là, moi, c'est des personnes que j'ignore, je m'en fous complètement.
Donc, mais c'est vrai que par conséquence, il y a plein de fois où j'ai évité de me mettre dans une situation où potentiellement on allait me faire une remarque. Jamais d'avis. Oui, puis bon, là Damien m'a dit, tu tiens tant que tu peux, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Donc, moi, je vais essayer de faire un peu comme tout le monde. Donc, nous aussi, on était pris un peu, nous autres Parkinson, enfin, c'est une maladie nouvelle, on va dire, faut dire. Parce que nous, à l'époque, Parkinson, au départ, c'était appelé la main du diable ou la main folle. Donc ce qui fait qu'il coupait la main qui travaille toujours. Donc on rejoint l'agenda. Donc après ça, c'est vrai que nous, on a une maladie qui n'est pas visible. Donc c'est vrai que quand on voit, on peut pas savoir. Moi, tous mes proches, jusqu'à mes enfants, m'ont dit que j'ai une maladie que j'ai inventée pour me faire plaindre. Même, on va dire d'autres personnes qui sont assez haut placées. Ah, c'est une maladie que tu t'es inventée, puis c'est pour qu'on te plaigne, et puis comment dire, comme ça, tu peux te reposer quand tu veux. Pendant que tu te reposes, nous on va au travail, on va bosser pour toi. Donc ça, bref, c'est la mentalité du travailleur. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est vrai que par contre, quand j'étais encore au travail à l'époque, les gars n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, parce que j'étais chauffeur routier. Donc certains me disaient, tu peux pas mettre ton camion mieux que ça, te dépêcher à te garer. Je dis, attends, on va faire un truc. On va changer notre place. Le gars dit non, on ne change pas de camion. Je dis non, tu vas prendre ma maladie, ma vie pendant un mois, une semaine. Après, on verra si tu fais mieux que moi. Mais là, les gars, ils étaient surpris. Donc, ça se fait qu'une maladie comme ça, on travaille encore. Je dis non, parce que moi, c'est dans la tête. C'est quand on a envie de survivre, de vivre, on fait comme ça. Donc, c'est vrai que moi, ma plus grande leçon de ma vie, c'est je la tire de ma vie de sportif de haut niveau. Mais sinon, ce que je voulais dire aussi, nous autres, avec Parkinson, c'est vrai qu'on a des traitements un petit peu trop forts. Il y a eu une époque, parce que je suis monté à 8 médicaments maintenant, je suis monté à 8 médicaments, et là maintenant je suis descendu à 3, voire 2. Mais c'est parce que j'en ai retiré un qui me faisait, qui m'a pourri la vie. Il m'a fait rejoindre le monde de la schizophrénie. Aussi, je sais ce que c'est. Donc, non, je sais ce que c'est. Je sais que la vie des articles. Mais comment dire, j'ai retiré ce médicament-là parce que non seulement j'ai fait des crises de schizophrénie, mais en parallèle de ça, j'étais hyper violent. J'ai fini mon séjour derrière les bords d'Acoulaine. Donc c'est pour vous dire. La violence, parce qu'un week-end je me suis retrouvé seul contre 3, puis voilà, ça l'a pas fait. Et donc ce week-end-là, la préfète avait dit plus de violence, et moi comme je suis né le lendemain de la chance, où mon étoile mon dimanche, ce soir-là j'ai donné le coup qu'il ne fallait pas. Comparution immédiate, puis voilà, bonjour Coulaine. Donc voilà, donc je sais, Coulaine je connaissais là où j'habitais avant, mais pas aux croisettes. J'aurais préféré voir les croisettes dans le sud de la France. C'est vrai que moi, maintenant pour moi, Parkinson, j'en fais ma force. C'est ma raison de vivre, on va dire. Parce que maintenant on est des Siamois, donc avec ma femme, on fait des sensibilisations à droite à gauche, on va en entreprise, on va dans les hôpitaux, partout, on montre ce que c'est que la maladie. C'est vrai que c'est. Mais c'est vrai qu'au départ, on nous catalogue un petit peu comme profiter de la société.
pour résumer, c'est vrai que nous autres, malades invisibles ou malades, tant on va dire, excuse-moi Daniel, mais tant qu'on est malade et qu'on n'est pas en fauteuil, même en fauteuil, on est des profiteurs de la vie. Parce que les gens qui sont en fauteuil, il leur faut tout ces gens-là. Il leur faut des trottoirs à hauteur, il leur faut. Oula, oui. La liste est longue. Non, c'est vrai que voilà. C'est les gens pour ça avec des que. handicaps, les gens pas avec des handicaps. Non, c'est vrai que les maladies invisibles, c'est dur à rentrer. Même on va dire que ça fait quasiment 10 ans que je suis malade. Et même là, le week-end dernier, j'ai encore vu mes parents. Ils n'arrivent pas à comprendre que quelqu'un qui était pour eux invincible, qui était toujours sur tous les tableaux au niveau du sport, parce que j'ai un niveau national. Et donc pour eux, même pour mes enfants, ils me regardent mais avec un œil de verre. Donc c'est là que ça fait mal. Parce que même je suis le rocher de la famille. Parce que on n'invite pas malade parce que c'est vrai que ma famille m'ont connu ils m'ont vu dans les moments les plus durs que j'ai cités tout à l'heure. Et pour eux, au lieu de me voir guéri, comme quelqu'un qui va bien, et ils voient le père qui était en prison. Voilà. Et ça pour eux, ça toujours. Parce que c'est vrai qu'une époque où je faisais du sport au niveau, j'étais le père idéal, mais à partir du moment que je suis devenu malade, que j'ai fait semblant d'être malade, pour attirer l'attention sur moi, bah là le père en top est devenu le père en auto. Donc c'est là-dessus, voilà, c'est pour ça. Merci. Quel sport? La course à pied. Non, merci. Je faisais de la course à pied pour ceux qui ont des petites références. J'ai fait 2h30 au marathon, j'ai fait 31 minutes au 10 000, j'ai fait 5 minutes, j'ai fait 15 fois au 5 minutes. J'ai fait 1h09 au SMI. Voilà. J'ai fait toutes les plus grandes courses de France. Juste, tout à l'heure, vous parliez des médecins, les vrais médecins et on va dire les faux médecins. Franck a été convoqué pour avoir une reconnaissance, pour passer en catégorie 2 au niveau d'invalidité, puisqu'il était encore en activité, avec la sécurité sociale. Voilà, donc médecin CPRM. Et donc, oui, voilà, médecin administratif, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Et quand elle l'a vu arriver, c'était un jour où il était en forme. Elle l'a regardé et elle a dit: mais vous êtes guéri? Mais bien sûr, lève-toi et marche. Donc, j'étais pas avec mon mari ce jour-là parce que j'étais au travail, sinon je crois que je lui aurais fait un cours, mais mon mari s'est chargé de lui expliquer que Parkinson, ça ne se soignait pas. Donc ça se saurait, ce serait l'idéal, mais donc c'est pour dire que franchement, on a parfois affaire à des professionnels de santé et c'est eux qui ont notre avenir entre les mains. C'est médecins administratifs, on est bien d'accord. Donc, non, c'est pas les médecins qui s'occupent du patient. Mais sauf que derrière, ça engage toute une procédure, donc il a fallu contester, contre-expertise, enfin voilà. Donc pendant ce temps-là, on est en galère. Mais oui, ça me surprend. J'avoue que je suis un peu surprise qu'un médecin s'appuie toutes les années d'études pour finalement faire l'administration. La théorie de mon médecin généraliste, c'est qu'il n'aime pas la médecine. Parce que ceux qui soignent les patients, ils n'ont pas cette possibilité. Alors, je vais reprendre ce que tu disais, mais avec le micro. Oui, effectivement, il y a des médecins qui se disaient médecins alors qu'ils font que de l'administratif. Genre les médecins conseils, par exemple. Moi, pour mon cas, j'ai vu un médecin conseil MDPH. À mon avis, s'il avait 6 mois d'études, c'était le grand max. Clairement. Parce que moi, j'avais beaucoup plus de connaissances que lui. Je lui ai sorti des termes, des machins. Il m'a regardé limite en mode: t'es à l'école à ma place, toi? Bah, en fait, oui. Clairement, oui. J'étais à l'école de la vie. Tout simplement. Ça s'appelle comme ça. Juste par rapport à l'objectif 4, l'objectif 4, c'est où en sommes-nous aujourd'hui? Je vais pas parler pour moi par rapport à briser les tabous et compagnie, parce que moi, des préjugés,
Dieu sait que j'en ai eu et pas qu'un seul, que ce soit aussi bien dans le milieu professionnel que le milieu, on va dire, personnel. Donc voilà, on va éviter ça. Mais voilà, par rapport à où en sommes-nous aujourd'hui concernant la reconnaissance officielle des maladies invisibles, donc ce qu'on appelle également, alors ça me fait doucement rire, mais il n'y a qu'en France que ça existe, les fameuses maladies ALD, affection longue durée, comme si demain, par magie, l'affection pouvait ne plus être longue durée. Mais en fait, une affection, c'est longue durée forcément. C'est logique, c'est comme ça. Et en fait, il y a donc, en France, il existe des dispositifs d'accompagnement, oui, mais lesquels sont? Est-ce qu'on en entend parler à la télé? Est-ce qu'on en entend parler quand on va au CHU, par exemple, au CHF, etc. Je te passe le micro après, je sais. Pareil, les ressources. Quelles sont les ressources qu'on a à notre disposition pour justement pouvoir répondre à notre question quand on a une affection longue durée? Par exemple, une personne qui... en ton cas, si je puis me permettre, Anne, une personne qui est atteinte par une maladie professionnelle, comment elle est accompagnée derrière? Quels sont les dispositifs qu'on lui met à sa disposition, c'est bien de le dire, pour qu'elle puisse justement répondre et faire ce qu'il faut? Bien sûr. Ah, ça c'est autre chose. Ouais, mais ils accompagnent les salariés, si tu veux. En fait, j'ai eu aucun moyen mis à ma disposition. Mon moyen, ça a été de me plonger sur énormément de sites médicaux, et comme nous tous, on finit par devenir expert de notre pathologie. Et puis, me plonger dans plein de sites administratifs et juridiques. J'ai jamais fait d'études juridiques, mais j'avais pris une avocate qui était charmante, qui était spécialisée dans la fonction publique, mais c'était pas évident, parce que c'est une trop petite niche pour intéresser les avocats, le côté administratif, et puis ça ne rapporte pas grand-chose financièrement. Donc on se débrouille, hein. On lit et on lit. Donc j'ai été aidée par les corticoïdes puisque je ne dormais plus. Donc j'ai beaucoup lu. C'est comme ça que je me suis défendue. Et pour l'ALD, ça m'a pris 1 an, j'ai fait 3 recours. Parce que comme c'est une maladie rare, c'est la double sanction. Et puis on ne cherche pas à comprendre. Et c'est assez étonnant mon parcours avec la MDPH. Au début, j'ai fait un dossier, ils m'ont donné du bout des lèvres la carte priorité, en me refusant la carte de parking. Et après, ils ont réétudié mon dossier. Non seulement ils m'ont donné la carte de parking, mais s'il y avait un certificat du professeur, une assistance sociale qui m'a vraiment aidé. Et tout d'un coup, ils ont décidé que j'étais CMI à validité la totale. Ils sont passés de... Je crois que ça ne devait pas être le même médecin les 2 fois, j'en sais rien, mais c'est très surprenant, on n'est pas aidé, il faut se débrouiller. Et c'est très difficile de trouver un interlocuteur compétent. Il y a des questions avec la nouvelle loi, c'est lancé l'idée. C'est ça, je peux lancer ça, j'imagine que c'est lancé de suspendre, de regarder du côté des maladies dites chroniques et d'arrêter de... Alors, dans le détail, l'article que tu nous as envoyé, Damien, disait que c'était pour les médicaments non liés directement à la pathologie. Cela dit, je suis toujours mal à l'aise avec ça parce que moi j'ai une pathologie pulmonaire, donc tout ce qui est le poumon, ok, on me rembourse. Enfin, on ne me rembourse pas, c'est la ville du Mans qui, dans le public, c'est comme ça, mon employeur, la ville du Mans, est condamné à payer tous mes frais sociaux médicaux, c'est pas la Sécu. C'est comme ça que ça se passe dans la fonction publique, du moins au Mans. Mais si j'ai des problèmes sur d'autres parties du corps à cause de la maladie première, ça sort du cadre. Et si j'ai des problèmes, je dois être surveillé sur le plan dermatologique à cause des médicaments que je prends, je risque des cancers, etc. Ça, c'est autre chose, alors que c'est lié à mon problème. Donc c'est toujours la difficulté de la sectorisation du corps, parce que on sait très bien qu'un problème grave peut déclencher plein de choses à côté. Donc l'ALD, comment ils vont faire? Moi j'ai une ALD pneumologie, mais ça déclenche des problèmes cardiaques graves, alors ça ils ne vont pas le prendre en charge. C'est ça un peu le problème. J'y sais, vous voulez prendre la parole. Je suis obligé de faire du diabète parce que je suis ALD cardio. Pour que ça prolonge. Fabien, tu prends le micro, s'il te plaît. Pardon. Vas-y, je sais. Vous m'entendez? Je ne vois langoureuse. Donc j'ai 51 ans, 52 bientôt, j'ai fait un infarctus à 42 balais. J'ai une vie pas facile. Et aujourd'hui je suis ALD, stratégique, paracompile,
enfin, voilà. Et ça fait bientôt 10 ans, après 10 ans, je passe toujours machin. J'ai des problèmes vasculaires, ça, et je n'ai peut-être pas plus pris en charge par rapport à des problèmes vasculaires, sauf si je fais du diabète. C'est fou? C'est fou? C'est fou l'histoire? Non, c'est vrai? C'est pas des conneries, quoi. Je vous le dis. Alors que on est quand même dans le pays de Royaume, quoi. Je voulais juste répondre sur les vrais et sur les faux médecins. Il y a des médecins, donc comme vous dites, médecins conseil, médecins administratifs, médecins des papiers, mais qui ne sont pas au fait de la situation. Et puis à côté de ça, il y a des médecins aussi qui sont formés à des hauts niveaux de psychiatrie ou de choses comme ça. Et là, je suis tombé tout dernièrement sur YouTube sur un bouquin. Alors, je vais refaire un peu de pub, mais je ne sais pas si on peut se permettre, Damien, mais c'est un médecin qui démocratise en fait la psychiatrie et qui a écrit un bouquin qui s'intitule Comment ça va toi? Comment ça va toi? Comment s'appelle le médecin? Hugo Bopp. Il est psychiatre périgourdin. Non, Hugo Bopp. Voilà. J'essaie de faire une vanne. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce médecin-là, il est quand même formé sur son domaine de. Voilà. Et il permet la démocratisation et d'apprendre à s'auto-diagnostiquer quelque part. Quand aujourd'hui j'ai des hallucinations, je vois des choses que je comprends pas, que les autres ne voient pas, je suis peut-être quelque part dans quelque chose qui est de l'ordre de la psychose ou voilà. Aujourd'hui je suis énervé, j'ai bu trop de café, machin, je vais être plutôt dans la névrose. Donc vous voyez, avec des outils comme ça, des outils de démocratisation de nos maladies, on peut aussi aborder les personnes autour de nous et faire comprendre que, j'entendais tout à l'heure le malade imaginaire, hein. Voilà, le malade imaginaire, moi j'y suis passé aussi. Quand on explique avec nos propres mots, c'est pas forcément simple. Quand on explique avec les mots de quelqu'un qui est formé sur la maladie, quelle que soit la maladie, encore une fois, si c'est bien expliqué, si c'est bien démocratisé, si c'est bien vulgarisé, donc j'invite aussi les personnes à aller vers des bons médecins qui sont formés sur les maladies, et puis à demander à ce que ces médecins-là vulgarisent aussi, expliquent, se mettent à la base des choses pour expliquer aux valides, aux personnes qui n'ont pas la chose. Voilà, les personnes qui n'ont pas connu la psychiatrie ou qui ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre s'ils n'ont pas vécu. Moi je dis toujours, en fait, on comprend facilement une situation, et je terminerai là-dessus, on comprend beaucoup plus facilement une situation quand on y est passé. Pardon, je voulais rebondir sur quelque chose par rapport, en t'écoutant, ça m'a fait penser à comment c'est reçu dans le monde professionnel. En ce qui me concerne, comme ma maladie est liée à l'environnement professionnel, ça veut dire que les collègues peuvent avoir la même maladie. Donc, j'ai perçu chez eux, globalement, une réaction de peur. Donc, il y a ceux qui ont peur en disant, mon Dieu, t'étais tellement en forme et maintenant t'es tellement mal, ça peut nous arriver, donc ils sont inquiets, ils veulent partir, donc ils veulent quitter le conservatoire. Et puis d'autres, la réaction de peur, c'est dire non, c'est rien, elle exagère. Et donc j'ai appris que mon chef de service raconte partout que
En fait, je vais très bien, c'est du flan. Ce qui est illégal d'ailleurs, ça a été reconnu dans les professionnels. Donc en fait, dans ce cas particulier, la réaction des collègues c'est ambigu. Mais moi j'ai pris une décision depuis longtemps, par rapport aux réactions désagréables et d'incompréhension, je coupe, je fréquente plus, puis c'est tout. Je trouve que c'est ça, il faut faire un tri. Notre handicap nous donne l'occasion de faire le tri, et il ne faut pas se gêner, il faut faire le tri, et avoir la paix. Et même quand c'est dans la famille, moi j'ai coupé avec ma sœur qui pense que j'exagère, je vais bien, j'ai plus envie de me justifier, donc on se voit plus. Et je suis en paix, voilà. Lève-toi et marche. Ouais, je te donne juste après. Juste pour en finir par rapport à cet objectif 4, je dirais en fait que la reconnaissance officielle des maladies invisibles, malheureusement, ça dépend de la maladie, ça dépend de où, ça dépend de quoi, et surtout, ça dépend, hélas, du nombre de personnes qui est impactées. Parce que je prends mon exemple, voilà, c'est ça, je prends mon exemple qui est une maladie orpheline. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, je peux littéralement me vanter d'avoir fait le tour de la France et d'avoir connu tous les hôpitaux de France depuis que je suis venu au monde. C'est-à-dire que je vais avoir 38 ans là cette année, ça fait 38 ans, j'ai fait tout le tour des hôpitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux limite vous dire, si tu vas sur Paris, surtout va pas à tel hôpital parce que clairement c'est des cons, va pas à tel hôpital parce que clairement ils n'ont pas d'année d'études, etc. Ah par nécessité bien sûr, parce que malheureusement cette maladie n'étant pas connue, c'est ça, c'est-à-dire que j'allais à tel endroit, on me disait ouais non, on vous fait un courrier d'adressement. Et donc en fait les fameux courriers d'adressement qui se font les uns les autres, on a l'impression que c'est juste en mode tiens j'ai une patate chaude qui me brûle les mains, tiens je te l'envoie. Et puis débrouille-toi avec ça. Au pire, en fait ce qui manque cruellement en France, et pour le coup ça existe dans d'autres pays, je vous lirai tout à l'heure un article par rapport justement à l'Union Européenne, ce qu'ils ont fait. Dans d'autres pays, il y a tout simplement ce qu'on appelle des centres de référencement pour les maladies rares, les maladies orphelines. C'est le cas en France, moi je suis Oui, ça existe, mais la problématique, c'est ça. La problématique en France, c'est qu'on reste toujours dans l'histoire des cases. C'est-à-dire que maladie rare, oui, mais à condition d'un nombre. C'est ça. C'est-à-dire que si moi j'avais par exemple 9 compères avec la même maladie, peut-être on serait pris en charge. Parce qu'il y aurait 10 personnes, donc potentiellement 10 cobayes. Mais comme je suis le seul, en fait, c'est pas pris en charge. Mais justement, le problème est là, c'est-à-dire que, voilà, c'est ça, exactement. Ce que Anne fait comme geste, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans un pays qui n'a pas envie, en fait, de côtoyer les autres pays. Alors que l'inverse, c'est qu'en Belgique, par exemple, ou la Norvège, ils travaillent avec d'autres pays. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à s'appeler les uns les autres. Excuse-moi, voilà, aujourd'hui j'ai telle personne avec telle maladie rare. Est-ce que chez toi tu as connaissance de cas? Oui, non. Quand j'étais gamin, ma mère a dû faire un courrier au président de la République de l'époque qui lui a gentiment dit en fait, débrouillez-vous. Clairement, on a le courrier, c'est marqué débrouillez-vous. Nous ne sommes pas aptes à vous aider. C'était juste hallucinant. Je ne dirai pas le nom parce que voilà, bon bref. Et en plus de ça, oui, c'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Et en plus de ça, le truc c'est que ma mère de son côté a fait le nécessaire de faire des recherches. Elle a même été voir un traducteur pour écrire une lettre pour les États-Unis. De là, on a reçu une sorte de magazine Disease, je sais plus quoi, enfin bref, en gros sur les maladies rares et orphelines. Et oui, effectivement, il y avait quelques cas, mais pas beaucoup. Mais clairement, quand je repense aujourd'hui, je me dis, mais c'est hallucinant. Être obligé soi-même de faire mes propres recherches, mais à quoi servent les médecins? À quoi sert le monde médical? Et c'est vrai que par rapport à ça... Ah mais ça, je sais bien. Et du coup, je voulais rebondir par rapport à ça, justement concernant donc, les politiques publiques et concernant, je pense, le manque de formation par rapport aux professionnels et la formation en public.
Fabien, t'es-tu déjà adressé à des internistes ou d'autres associations de gestion comme ça, ou tout simplement on peut demander à avoir par exemple une barrière de sécurité ou un truc pour pouvoir se redresser quand on est dans son lit et qu'on n'arrive pas à se redresser. Ça paraît tout con, mais il y a des gens, moi par exemple, je mets une demi-heure à me redresser, quoi, littéralement le matin, parce que mes muscles du dos commencent à s'affaisser et c'est vrai que c'est juste une galère. Donc plutôt que de me dire merde, il faut que je fasse appel à une aide à domicile, qu'elle vienne et que on va pas s'en sortir, j'ai une barrière, littéralement j'ai une barrière pour m'aider à me relever. Hein, je pense que tu peux valider, Alizé. Hein mais voilà, il y a plein de choses comme ça et je pense que les cafés débats, on en est qu'au 3e et vraiment il va y en avoir plein d'autres. Parce qu'on en a besoin, on a besoin de discuter, de faire le point sur sur la société, sur ce qu'il y a et comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Je te laisse le mot de la fin. J'ai la lourde tâche de faire la conclusion du jour. Donc les maladies invisibles sont reconnues en France et en Europe principalement à travers les dispositifs de reconnaissance du handicap, des affections de longue durée et des protections contre la discrimination. La loi française garantit ainsi les droits spécifiques, notamment en matière d'accès aux soins, d'invalidité et d'aménagement professionnel. Au niveau européen, les personnes concernées bénéficient d'une protection contre la discrimination et d'un droit à l'inclusion sociale. On voit tout à fait que là, nos 2 heures de débat nous ont permis de voir qu'effectivement, une personne handicapée n'a pas le droit d'être exclue. Mais on voit souvent, c'est l'inverse qui se produit. Je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport aux associations. C'est vrai, par contre, il y a aussi les médecins qui devraient en parler, des associations. Je parle encore pour ma paroisse, désolé, mais nous on a un problème au Mans, les neurologues, il n'y a aucun neurologue qui nous envoie les malades en disant écoutez, allez voir l'association, elle peut vous aider. En fait, c'est eux qui ont le savoir, ça je le sais, mais je revendique que nous on a aussi notre rôle à jouer. Le neurologue, le médecin, il va vous poser le diagnostic. Il va vous dire, rendez-vous dans 6 mois ou dans 1 an, prenez rendez-vous avec ma secrétaire. Ça s'arrête là. Certes, il vous a posé un mot sur votre maladie, vous savez que vous n'êtes pas fou, que vous avez bien quelque chose qui ne va pas. Un mot sur les mots, comme je dis. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce que je fais? Je prends notre cas, nous, quand Franck a été diagnostiqué Parkinson, je dis, c'est pas possible, j'ai dit, c'est une maladie pour les vieux. Tu prends une claque parce qu'à 46 ans, voilà. Donc, il a fallu qu'on cherche par nous-mêmes qu'est-ce que c'était que cette maladie, quels en étaient les symptômes, quels en étaient les espoirs, enfin voilà. Et on a découvert qu'il y avait une association, mais jamais le neurologue ne nous l'avait dit. Est-ce que je peux faire une suggestion? Je vais terminer, mais je fais partie d'une association. Je vais être très bref. Je vais être très bref. Je fais partie d'une association parce que le point commun des autres malades et moi, c'est que nous avons une fibrose pulmonaire, qui est donc incurable. Et cette association est très dynamique et se porte très bien. Ils ont un conseil scientifique avec tous les plus grands spécialistes de France qui nous conseillent et qui ont vu comment on travaillait pour pousser et faire avancer la recherche. Enfin, c'est pas moi, c'est surtout les représentants où je suis. Et ça se passe très bien avec les médecins parce qu'ils sont intégrés dans l'association. Oui, nous, au niveau national, on n'a pas de souci, c'est au niveau départemental. Oui, alors c'est vrai que, par exemple, les insuffisants respiratoires de la SAP avaient intégré un pneumologue de l'hôpital du Mans aussi, mais qui n'y est plus, mais ça aide, c'est une piste de réflexion. Et par ailleurs, beaucoup de patients doivent faire des APA, des activités physiques adaptées. Il existe une association où je fais des cours, où il y a toutes sortes de profils. Il y a des personnes qui viennent en fauteuil, des personnes qui n'arrivent pas à marcher, il y a toutes sortes de problématiques. Et il y a des profs qui s'adaptent beaucoup aux différents handicaps. Ça existe, mais c'est pas donné. C'est 200 ou 300 euros l'année quand même. Mais ça existe. Et j'ai pris le moins cher. Et je rajoute, parce que Cathy disait sa paroisse neurologie, elle est mal dépourvue en Sarthe, je confirme, parce que nous, sur l'épilepsie, on est pareil. Et à titre d'exemple, médicalement parlant, en Sarthe, il nous manque au minimum, je dis un minimum, je précise, 10 neurologues.
Minimum, je dis minimum. On parlera pas de la psychiatrie ce soir. Hein. Non, alors là, si tu parles de la psychiatrie, là, il te manque une trentaine juste sur la Sarthe. Hein. Et puis après, on parle pas des places non plus dans les types PSN, etc. Où il nous manque sur la Sarthe, je crois que ça doit être à peu près 450 places. Oui, je suis d'accord. Sans compter que, alors, en ce qui concerne Parkinson, il y en a déjà certains qu'il faut éviter. Oui, et puis quand tu sais que ceux qui sont en retraite en Sarthe ne sont pas remplacés. Oui, voilà. Et quand on te donne, nous, il y a 2-3 ans, sur Épilepsie France, pôle national, on nous a distribué une liste de neurologues qui prenaient techniquement encore sur d'autres départements. On s'est juste amusé avec quelques bénévoles sur la Sarthe. On en a pris 5-6 dans le lot, dans les deux régions proches de la Sarthe. Tout le monde nous dit non, on ne prend plus. Allez voir un tel. Eh ben merci. C'est dommage, tu es descendu, tu peux remonter, tu peux remettre la musique, mon ami. Oui, Mika, tu voulais dire? Vas-y, je te donne pour finir. C'est sûr. Ouais, Mika.